Ce matin, je me rends chez le juge Paul Rouleau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Autrefois, il m'arrivait de l'interviewer quand il était avocat sur la question de la gestion scolaire. Mais en 2002, il est devenu juge, et un juge, c'est beaucoup moins bavard qu'un avocat. Paul Rouleau vient de Vanier, à l'époque où ce quartier d'Ottawa s'appelait encore Eastview. Son père est décédé quand il avait 19 ans. Sa mère est retournée travailler comme infirmière et les 4 enfants ont pu faire des grandes études en droit et en médecine. Après un bac en commerce à l'Université d'Ottawa, Paul se dirige en droit à la même université. Pendant un temps, il s'intéresse à la politique. Il travaille même au sein de l'équipe de John Turner. Mais son travail d'avocat l'amène à Toronto. Il s'y établit avec son épouse et c'est ici qu'ils élèveront leurs 4 garçons. À Toronto, Paul Rouleau s'implique rapidement au sein de la communauté francophone. L'éducation devient son cheval de bataille. Les causes importantes se multiplient. En 2002, il est nommé juge à la Cour supérieure de l'Ontario. Depuis 2005, il siège à la Cour d'appel. Paul Rouleau, bonjour. Bonjour. Vous avez été avocat pendant une vingtaine d'années avant d'être nommé juge à la Cour supérieure, à la Cour d'appel. J'imagine qu'avec un parcours comme celui-là, le droit, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis un très jeune âge. Franchement, non. C'était jeune âge, je voulais être médecin. Mon père était médecin. Mais, et puis là, je me suis dirigé vers le commerce. J'ai fait mon bac en administration, puis c'est là que vraiment j'ai vu que je voulais pas être en affaires, je voulais pas être côté... C'était pas assez humain pour moi, mais j'étais pas prêt à graduer encore, alors... Il paraît que vous vouliez être chauffeur de camion. Oui, ça c'était mon deuxième choix. Mon premier, c'est que je voulais être chauffeur d'une charrue. J'aimais bien ça. Genre déneiger? Déneiger, ou même la terre, c'était bien. Puis les camions, ben ça, c'était mon rêve. Un gros camion, puis juste faire la navette d'un bout à l'autre du pays ou de l'Amérique du Nord. Mais c'était pas trop pratique. Alors, quand j'étais à l'université, j'ai décidé qu'on choisirait un programme après le commerce. Puis ma pire note, c'était en droit. Alors, pourquoi pas le droit? Alors, j'ai choisi le droit. J'ai été là pour rester à l'université. Puis, devenu avocat malgré moi, malgré mes choix. Maintenant, vous avez grandi à Eastview, aujourd'hui, oui. qui est Vanier, bien sûr. Une petite vie assez tranquille. Votre père était médecin, mais votre père est décédé lorsque vous aviez à peine 19 ans. Est-ce qu'à 19 ans, on a encore besoin de son père? Oui, absolument. C'est un... Au moment, tu le vois pas, mais... Comme tu avances, tu veux prendre des décisions dans la vie. Tu veux un exemple de père quand tu commences à voir tes enfants, tu veux partager. Puis oui, il y avait un gros vide. J'ai pas pris conscience de ça quand il est mort. Je pense qu'il m'a frappé le plus, c'est ma mère qui, elle, était bien prise au niveau financier, au niveau personnel. Ça a été très difficile sur elle. Puis pour moi, ça m'a marqué. Et puis, j'ai pu au moins développer une meilleure relation avec ma mère, mais ça a été difficile ces années-là. Chez vous, tout le monde a fait des grandes études, c'est-à-dire vous êtes devenu juge, vous avez un frère cardiologue, un autre neurologue. Est-ce qu'on s'attendait à ça de vous? Oui, c'était très compétitif chez nous. Puis du côté de ma grand-mère, du côté Rouleau, tu arrivais là, il fallait que tu montes ton bulletin. Si tu étais premier de classe, tu avais 25 sous. Si tu n'étais pas premier de classe, tu n'avais rien. Puis c'était assez dur. Tu arrivais avec ton bulletin, mon père, je me souviens, j'ai eu 98. Puis la première question, c'était où était ta faute? C'est sûr que vous avez grandi à Eastview. C'était très francophone à cette époque-là. Vous avez fait vos études à l'Université d'Ottawa, j'imagine, en français. C'était important pour vous, quand vous étiez jeune, le français et de parler français. Est-ce que vous étiez même conscient qu'on pouvait ne pas parler français? Pour moi, c'est devenu très important pour moi, le français, relativement jeune. Puis,
À ce temps-là, c'était le changement. Ils ont changé la loi pour qu'on puisse avoir des écoles secondaires en français, juste comme je passais. Alors, c'est nous, mes frères, et on a été à l'école privée, parce que ça n'existait pas. Puis vraiment, on faisait face à une décision. Puis beaucoup de francophones qui réussissaient ou qui voulaient réussir partaient de l'Ontario, surtout à Ottawa. Tu n'étais pas loin de Montréal. Et de fait, mes 2 frères aînés sont à Montréal. Moi, j'ai pris la décision que j'allais rester en Ontario, puis j'allais voir si je pouvais faire avancer la francophonie. Puis ça, c'est une décision que j'ai prise tôt dans ma carrière. Mais je sais qu'à un moment donné, au tout début de votre carrière, c'était la politique qui vous intéressait. Vous avez même travaillé pour John Turner à un moment donné. Quand j'étais à l'université, j'ai été chanceux, il était ministre des Finances. Alors là, j'ai été embauché comme son aviseur responsable pour le Québec. C'était des petits bureaux dans le temps, les bureaux de ministres. Nous étions, je pense, 4 ou 5 seulement, comparé aujourd'hui. Alors moi, j'étais responsable. Alors, je faisais ça à temps partiel durant l'année, puis l'été à plein temps. Puis ça m'a ouvert les yeux. C'était une expérience vraiment fantastique. Puis j'aimais les politiques. Passé pour devenir politicien? Ben, disons qu'avec le temps, j'ai eu une expérience beaucoup plus intense en 84. J'ai aidé M. Turner quand il s'est présenté à la chefferie. Alors, moi, j'étais sur l'avion, on faisait la navette d'un bout à l'autre du pays avec les rapporteurs, etc. Et ensuite, je suis devenu son chef de cabinet quand il était premier ministre. Alors, j'ai fait ça de façon très intense pendant à peu près 6 mois. Puis quand on a complété cette phase-là, et là, il a perdu l'élection, j'étais en Floride avec mes 2 enfants à ce moment-là et mon épouse, puis on a parlé de politique. Puis c'était très clair. Si je voulais rester en politique, ce serait sans ma famille. Alors, ça a décidé le tout. Puis je le regrette pas du tout, hein. C'était une décision mutuelle à cet âge-là, mais c'était très clair que mon épouse, ça l'intéressait pas, et avec raison. Ça a été un temps très difficile pour moi et pour la famille. Alors, nous sommes maintenant dans le bureau de Paul Rouleau et on voit ici que la famille, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, depuis mes grands-parents, qui avaient les réunions de famille, que ce soit pour le jour de l'an, maintenant, nous avons tous les dimanches, tous les enfants viennent, on fait le souper du dimanche. Très important pour moi. Ça, ce sont mes beaux garçons. Ça vous a fait plaisir quand ils vous ont annoncé qu'ils allaient étudier en droit? Disons qu'ils avaient tous maintenu qu'ils ne seraient pas avocats. Ils m'ont vu travailler, ils ont dit non, 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 c'est pas pour nous. Mais vraiment, je suis fier d'eux. Même s'ils sont tous avocats, ils ont choisi leur propre domaine. De quoi vous parlez le dimanche soir? Au grand désespoir de mon épouse, on parle souvent de droit. Alors, il y a mon épouse et Grégoire, mon 3e, qui va vers l'enseignement. Eux autres sont obligés de souffrir les débats. Par contre, je dois dire, Julie et Grégoire commencent à comprendre beaucoup plus le domaine juridique. Puis c'est souvent mêlé des choses francophones. Alors, on se débrouille, c'est quand même le fun. Maintenant, un juge, ça se voit de par son habillement. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous portez et pour quelle raison? Bien, on porte, nous, c'est très traditionnel. De fait, beaucoup de ça découle parce que c'était des ducs ou des gens religieux et autres qui étaient les juges anciennement en Angleterre. Alors, ils allaient dans la campagne, puis ils dispensaient la justice et ils avaient presque toujours des toges. Alors, si tu étais un lord de quelque sorte, d'un seigneur, tu avais une toge. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a gardé la tradition. Puis la tradition est importante parce qu'on veut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. On veut la formalité parce qu'on veut que ce soit sérieux quand les gens rentrent. Alors, on a développé un uniforme, si tu veux, puis on le garde encore. Et les pantalons à rayures, ça fait partie de l'uniforme ou c'est vous qui les choisissez? Ça, c'est traditionnellement, ça fait partie. C'est très anglais. Certains juges vont pas porter les pantalons. Moi, c'est commode. C'est un peu comme quand tu vas à l'école secondaire avec un uniforme. C'est plus simple.
Pas de jeu, on porte la même chose. On parlait de votre épouse tantôt et je sais qu'elle a un grand rôle à jouer dans votre succès. Il paraît que vous vous êtes rencontrés à la Cour suprême du Canada. C'est une rencontre prédestinée, ça? C'est prédestiné, puis c'est une drôle d'histoire parce que moi, j'étais guide à la Cour suprême du Canada avant d'être en droit, d'ailleurs. Puis mon épouse était guide pour Édu-Canada. Alors, elle est venue avec un groupe de jeunes, puis elle arrive en autobus. Les jeunes rentrent, elle rentre. C'était un coup de foudre pour moi, là. D'ailleurs, je pense qu'elle a dû trouver un certain attrait. Alors, on a fait la tournée. C'était la dernière tournée de la journée. Et puis, rendu à la fin, elle a dit, bien, on avait eu des échanges. Elle a dit, ah, t'habites à ECU? Puis j'ai dit oui. Elle dit, l'autobus passe par là pour retourner les jeunes. Est-ce que tu veux un tour de voiture? On peut te laisser. Alors, j'ai dit, certainement, ce serait bien commode. Je monte dans l'autobus, on part et arrive au coin de Chemin de Montréal puis Saint-Laurent, qui est très loin de chez nous. C'est l'autre bout de la ville. Elle dit, est-ce que ça, c'est commode? J'ai dit, c'est parfait, merci. Elle me laisse sortir. Je prends l'autobus, je retourne à la cour, j'avais une voiture. Alors, je suis retourné prendre la voiture pour retourner à la maison, mais ça a valu l'investissement. Là, vous vous êtes retrouvé à Toronto pour faire votre carrière. Un francophone d'Eastview transplanté à Toronto, qu'est-ce que ça donne? Mais c'était très drôle en partant, parce que quand je suis venu pour faire des entrevues pour un poste de stage, certains des bureaux, c'était comme curieux. Ça disait, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas au Québec? Puis pourquoi tu as pris le common law? Puis il n'y avait aucune connaissance des Franco-Ontariens. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais travailler en français en Ontario. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'offres, malheureusement, mais j'ai eu un offre qui était très important pour ma carrière. C'est Pierre Genet, qui était un grand francophone, surtout ses grands-parents, Samuel Genet. Ouais. Il m'a embauché à un grand bureau, un grand cabinet ici à Toronto. Puis, il y avait des guerres linguistiques qui se passaient à ce temps-là à Penetang, l'école secondaire de la Huronie, qui est une école hors la loi qu'ils avaient établie. L'école de la résistance. L'école de la résistance, exactement. Puis, ils sont venus voir Pierre Genet, puis il m'a impliqué tout de suite. On représentait l'école pro bono, là, parce que la communauté, il n'y avait pas d'argent. Puis ça m'a impliqué dans les mouvements francophones, mais surtout au niveau de l'éducation. Alors, c'était un addon pur. J'ai eu ensuite un poste permanent avec le bureau, Castlesbrook, puis... Et vous vous êtes rapidement impliqué dans la communauté francophone, pas juste par le travail, mais dans la communauté francophone à différents niveaux. C'était pour trouver des clients, ça, ou vous vouliez vraiment travailler dans la communauté? Non, c'était... Bien, de nouveau, la vie, c'est plein d'addons. Quand j'ai déménagé à Toronto pour faire mon stage, j'habitais sur la rue Carleton. Puis je suis sorti pour trouver une église. Puis l'église la plus proche, ça donne, c'était l'église francophone, Sacré-Cœur. Alors, il y avait une réunion dans la salle de l'église. Alors, j'ai été à la réunion. Puis quelqu'un d'assez impressionnant, Omer Deslauriers, a décidé de présider la réunion. Puis il a dit, qui peut aider puis être trésorier? J'ai dit, d'accord. Puis tout de suite, Omer et moi, nous sommes devenus amis. Oui, il faut dire que M. Deslauriers, c'était un haut fonctionnaire, diplomate. Hein. Oui, c'était un francophone par excellence. Puis il cherchait à se défaire de toutes sortes de responsabilités parce qu'il était maintenant au gouvernement. Alors, il a dit, ben coudonc, t'es un avocat, pourquoi on n'organise pas une association d'avocats? Alors là, j'ai dit d'accord. Alors, avec d'autres, j'ai parti l'Association des juristes d'expression française, la GEFO. Alors,
Par le truchement d'Omer Deslauriers, je suis devenu un homme à tout faire dans la communauté francophone. Revenons aux écoles, revenons Oui. à la cause à Penetang. Il y a eu la cause Marchand, il y a eu l'obtention de l'école secondaire française à Penetang. C'était précurseur, ça, de tout ce qui est gestion scolaire aujourd'hui, que les francophones voulaient avoir leurs écoles, mais voulaient également pouvoir gérer leurs écoles. Est-ce que vous vous rendiez compte à l'époque quel allait être l'impact de cette cause Marchand sur les francophones de l'Ontario et en fait les francophones de partout au pays? Non, oui et non. Disons que c'est, comme j'ai mentionné avant, je voulais contribuer à la communauté. Il y a eu la loi 75, qui était la première loi ici en Ontario pour donner une certaine gestion. Parce que à ce moment-là, c'était clair qu'on avait le droit à avoir des cours en français, d'être enseignés, mais appartenir nos édifices, c'était pas évident. Et l'exemple qu'on a donné au tribunal, je me souviens, c'était, bien, parce que c'était des anglophones. Puis le côté anglais de la charte, l'article 23, est pas très clair. Mais le côté français, ça dit, les francophones, la minorité a le droit d'être instruits dans des établissements de la minorité. Alors, on a expliqué au juge si on dit la plume de ma tante, puis c'était l'exemple qu'on a utilisé, la plume de ma tante, c'est sa plume. Alors, on a dit, quand on lit le côté français, c'est très clair, il faut que ce soit géré par la minorité. Puis ça a été vraiment la pierre angulaire des droits. Après qu'on on gagné cette cause-là, la loi 75, j'ai dit, bien, coudonc, il fallait ensuite définir qu'est-ce que c'est. Tu as le droit à tes établissements, mais quelle qualité d'établissement? Puis ça m'a mené à la cause Marchand. Et puis ça a été une cause qui m'a vraiment marqué au niveau professionnel et personnel. Personnel parce que c'était une cause francophone. Professionnel parce que j'ai vu l'importance de faire vivre pour les juges, pour la Cour, qu'est-ce que c'est vraiment les droits linguistiques. Puis le prof d'atelier, parce qu'une des choses qu'on cherchait, c'était des ateliers pour les francophones. Les francophones devaient aller dans l'école anglaise. Puis il y a des grosses machines. Puis eux autres ne pouvaient pas toucher les machines. Alors, ils changeaient de l'école française à l'école anglaise. Puis il a dit, l'année suivante, il les a rencontrés sur la rue principale à Penetang. Puis il a dit, comment ça va avec l'école anglaise? Ah, ils disent, on ne peut pas réussir. On a laissé tomber. Parce qu'il avait été élevé en français, il avait été à l'école française. Alors, on voyait tout d'un coup que ça détruisait des vies. Et alors, le juge a vu ça. Puis ça a créé la première cause vraiment qui a établi ce que j'appelle l'équivalence, que pour les francophones, ils ont le droit à des écoles non seulement qui sont les leurs, mais qui sont aussi bonnes que les anglophones. Paul Rouleau, on est en cours, on est dans une salle d'audience en ce moment, une salle d'audience qui est réservée à la cour d'appel. Bien, c'est la cour d'appel, on le sait, parce qu'il y a 3 bancs. Alors, les formations à la cour d'appel sont presque toujours 3. Le plus senior dans le milieu, le deuxième à sa droite et l'autre à gauche. Alors, j'étais toujours le plus jeune, puis tu te sentais pas en contrôle, comme quand tu es un avocat, drôle à dire, tu te sens comme si tu contrôles plus la procédure, parce que c'est toi qui plaides, c'est toi qui diriges la cour, tandis que quand tu es le junior, bien, tu écoutes. Vous vous asseyez où maintenant? Est-ce que Bien, vous êtes toujours à gauche? Non, là, je suis souvent à droite, puis des fois dans le milieu. Alors, c'est pas parce qu'on est brillant, c'est juste parce qu'on est ici plus longtemps. OK. Est-ce que vous trouvez qu'en général, les Canadiens connaissent leur système judiciaire ou est-ce qu'on se fait une idée basée sur le système américain qu'on voit à la télévision? Beaucoup, c'est basé sur ce qu'ils voient à la télévision, parce que je parle souvent aux jeunes étudiants qui viennent ici, on a un programme, puis ils cherchent où est le marteau, puis on n'a pas de marteau ici, ou ils pensent que c'est un peu l'embuscade, mais c'est beaucoup plus sobre chez nous qu'aux États-Unis, ou du moins qu'à la télé. Vous avez fait plein de choses en tant qu'avocat. Un jour, j'imagine que vous recevez un appel
pour vous proposer d'être juge. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe, mais j'ai aucune idée comment ça se passe. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? J'ai été très chanceux dans le sens que un juge de la Cour d'appel, Jean-Marc Labrosse, qui est un juge très bien connu, et il a suggéré, il a dit, coudonc, tu ferais un bon juge. Alors, j'ai dit, ben pourquoi pas? Alors, j'ai soumis une demande, puis ça a pris du temps. Mais là, grâce certainement à des gens qui ont parlé en bien de ma part, j'ai eu l'appel. Puis là, oui, tu as un téléphone, puis ils disent est-ce que tu accepterais un appel du ministre? Puis j'ai dit certainement, ça me ferait bien plaisir. Vous avez toujours été un avocat, je pense qu'on peut dire assez activiste. Qu'est-ce que ça change de passer à l'avocat activiste au juge qui doit être très, très, très impartial? Il faut donner le crédit aux bonnes personnes. La communauté, c'est eux qui vraiment ont réussi à avancer les dossiers. Moi, je facilitais. J'étais un avocat, alors je desservais la communauté. Alors, j'ai jamais été vraiment autant un activiste direct, mais je manquais... ça me manque les clients, ça me manque quand on a gagné la cause Marchand, on était dans la cave de l'église à La Fontaine, puis il y avait toutes sortes d'artistes francophones qui ont spontanément commencé à faire de la musique, du chant. Je me sentais vraiment qui baignait dans une communauté et je manque ça beaucoup. Je manque me prononcer sur des questions parce qu'on ne peut pas se prononcer comme juge. C'est pas notre rôle. Alors, j'ai trouvé ça difficile. Par contre, je cherchais à vraiment faire un travail plus juridique parce que, oui, j'ai contribué beaucoup avec des causes francophones, mais c'est assez limité quand même. Alors, j'ai trouvé ça difficile. Je m'implique encore dans certaines choses, mais beaucoup moins directement. Mais justement, est-ce que vous êtes obligé de vous retirer de cette communauté francophone, étant donné votre poste? Non, on se retire jamais. C'est pas une bonne chose. Premièrement, des juges, faut que tu sois dans le vrai monde. Tu peux pas être sur un piédestal. Alors, je m'implique beaucoup avec la GEFO. Je vais toujours aux conférences. J'essaie d'aider les jeunes dans mesure que je puisse. Je travaille avec Glendon sur un comité aviseur. Ce qu'on peut pas faire, c'est être le porte-parole ou être activiste dans le sens traditionnel. Mais non, il ne faut pas se retirer de la communauté. Je participe beaucoup autant que je le peux. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, vous avez rédigé un rapport sur l'accès des francophones à la justice en Ontario. Donc, vous êtes encore impliqué... Oui, ça, c'était assez limité. Le mandat était limité. C'était sur est-ce qu'il y avait assez de juges francophones en Ontario. Puis, à ma façon, j'ai élargi ça parce que c'est une fausse question. Est-ce qu'il y a assez de juges? Bien, si tous les juges étaient bilingues, il y en aurait assez. Mais si tout le monde n'est pas bilingue, tous les juges ne sont pas bilingues, il faut que tu regardes le système. Il faut que tu regardes l'accès. Mais est-ce que c'est l'accès à la justice qui est le problème ou c'est les francophones qui ne demandent pas cet accès non plus? Mais puis c'est ça que le rapport explique. Et puis, ce qui avait de très important, c'est écrire un rapport, rédiger un rapport qui non seulement identifiait les problèmes, mais pouvait expliquer la réponse à la question que tu poses. Parce que beaucoup de gens en Ontario disent, bien, coudonc, ils veulent pas le service. Alors, on ne veut pas les forcer, mais les exemples sont clairs. Si tu as une petite contravention, puis tu as ta contravention, tu as le droit de plaider en français. Mais si tu vas, tu prends la journée de congé, tu te présentes devant un juge, puis là, tu dis « je veux en français », puis ils disent « bien, il n'y a pas de juge aujourd'hui, mais on va t'en donner un la semaine prochaine ». Mais tu as pris ta journée de congé, tu es là, tu te dis « bien, coudonc, je parle l'anglais, alors je vais le faire en anglais ». Puis quand on commence à faire l'étude, on voit que c'est pas un accès égal. Oui, il offre le service, mais est-ce que c'est un service s'il n'est pas égal? Alors, le rapport explique le problème et donne des pistes de solution qui est critique. Si on va survivre comme système bilingue en Ontario, il faut qu'on
travaille et invente un système qui va être réellement égal, comme les écoles. C'est un peu la cause marchande au niveau du droit. Quelques réflexions sur votre profession aujourd'hui. Vous avez 4 fils. 3 de ces fils-là sont des avocats. Est-ce que c'est une profession qui a beaucoup changé au fil des ans? Est-ce que c'est une profession que vous recommanderiez à des jeunes aujourd'hui? La profession a changé. C'est beaucoup plus commercial que c'était. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus d'intérêt d'aider les jeunes, de travailler, des mentors. Maintenant, c'est beaucoup plus commercial. Ça, c'est l'impression que j'ai. Alors, c'est plus difficile pour les jeunes de faire ce que j'ai fait, de passer. Je gardais toujours un pourcentage de mon temps pour travailler pour le centre d'accueil héritage ou pour la communauté et autres. Pas pour développer des clients, mais pour me valoriser. C'était égoïste dans un sens, c'était ce qu'on aime faire. Et puis, la compétition est incroyable maintenant. Il y a beaucoup plus d'avocats. Mais moi, j'encouragerais les jeunes encore. Je trouve que c'est une façon de penser, une façon d'analyser. Côté francophone, il y a encore un gros besoin. On n'a pas assez d'avocats bilingues qui font du droit pénal, par exemple. Alors, on est chanceux comme francophone. Je dirais, il y a encore beaucoup d'opportunités là. Paul Rouleau, merci beaucoup. Bien, ça fait bien plaisir. Une petite vie assez tranquille. Votre père était médecin, mais votre père est décédé lorsque vous aviez à peine 19 ans. Est-ce qu'à 19 ans, on a encore besoin de son père? Oui, absolument. C'est un... Au moment, tu le vois pas, mais comme tu avances, tu veux prendre des décisions dans la vie. Tu veux un exemple de père quand tu commences à voir tes enfants, tu veux partager. Puis oui, il y avait un gros vide. J'ai pas pris conscience de ça quand il est mort. Je pense qu'il m'a frappé le plus, c'est ma mère qui, elle, était bien prise au niveau financier, au niveau personnel. Ça a été très difficile sur elle. Puis pour moi, ça m'a... Ce matin, je me rends chez le juge Paul Rouleau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Autrefois, il m'arrivait de l'interviewer quand il était avocat sur la question de la gestion scolaire. Mais en 2002, il est devenu juge, et un juge, c'est beaucoup moins bavard qu'un avocat. Paul Rouleau vient de Vanier, à l'époque où ce quartier d'Ottawa s'appelait encore Eastview. Son père est décédé quand il avait 19 ans. Sa mère est retournée travailler comme infirmière et les 4 enfants ont pu faire des grandes études en droit et en médecine. Après un bac en commerce à l'Université d'Ottawa, Paul se dirige en droit à la même université. Pendant un temps, il s'intéresse à la politique. Il travaille même au sein de l'équipe de John Turner. Mais son travail d'avocat l'amène à Toronto. Il s'y établit avec son épouse et c'est ici qu'ils élèveront leurs 4 garçons. À Toronto, Paul Rouleau s'implique rapidement au sein de la communauté francophone. L'éducation devient son cheval de bataille. Les causes importantes se multiplient. En 2002, il est nommé juge à la Cour supérieure de l'Ontario. Depuis 2005, il siège à la Cour d'appel. Ça, c'était mon deuxième choix. Mon premier, c'est que je voulais être chauffeur d'une charrue. J'aimais bien ça. Genre déneiger? Déneiger ou même la terre, c'était bien. Puis les camions, ben ça, c'était mon rêve. Un gros camion, puis juste faire la navette d'un bout à l'autre du pays ou de l'Amérique du Nord.
Mais c'était pas trop pratique. Alors, quand j'étais à l'université, j'ai décidé qu'on choisirait un programme après le commerce, puis ma pire note, c'était en droit. Alors, pourquoi pas le droit? Alors, j'ai choisi le droit. J'ai été là pour rester à l'université. Puis, devenu avocat malgré moi, malgré mes choix. Maintenant, vous avez grandi à Eastview, Oui. aujourd'hui, qui est Tanier, bien sûr. Paul Rouleau, bonjour. Bonjour. Vous avez été avocat pendant une vingtaine d'années avant d'être nommé juge à la Cour supérieure, à la Cour d'appel. J'imagine qu'avec un parcours comme celui-là, le droit, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis un très jeune âge. Franchement, non. C'était... jeune âge, je voulais être médecin. Mon père était médecin. Mais... et puis là, je me suis dirigé vers le commerce. J'ai fait mon bac en administration, puis c'est là que vraiment j'ai vu que je voulais pas être en affaires, je voulais pas être de côté, c'était pas assez humain pour moi. Mais j'étais pas prêt à graduer encore. Alors, Il paraît que vous vouliez être chauffeur de camion. oui,